Toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle matinale de l'IEM. Le sujet est la médiation territoriale, avec aujourd'hui comme invité Joël Guessot. Alors Joël, si je reprends votre CV, je pense que je vais passer un quart d'heure, donc Non, j'ai décidé de faire un petit résumé de votre curriculum vitae. Vous avez été compris. dirigeant tant dans la fonction publique que dans le secteur privé pendant de nombreuses années. Vous êtes médiateur depuis 2015, vous êtes médiateur de la ville de Marseille, vous êtes médiateur délégué à la médiation des entreprises, vous êtes enseignant à l'IFOMEN, vous enseignez le module sur la médiation institutionnelle et vous êtes l'auteur d'un ouvrage, ça tombe bien, sur la médiation territoriale paru aux éditions Médias et Médiation. J'aurais une question toute simple pour commencer. C'est quoi la médiation territoriale? Très bien. Mais écoutez, déjà merci. Merci à l'UAEM parce que je sais que vous faites un travail formidable, notamment en termes d'acculturation et de professionnalisation, parce que là, vous savez que c'est un vrai enjeu. Nous sommes de nombreux médiateurs à travailler dans ce sens. Alors, pour répondre à la question, parce que c'est aussi l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui de pouvoir présenter ce qu'est la médiation territoriale, un médiateur territorial, en fait, c'est un médiateur institutionnel au sein d'une collectivité locale, territoriale, donc commune, département, région. Un médiateur institutionnel, c'est un médiateur qui est rattaché à un organisme, à une institution, qu'elle soit publique ou privée. Et donc, dépend de cette institution en partie, son champ de compétences, la manière dont il est désigné est inhérent à l'institution près de laquelle il officie. Là, il y a un vrai enjeu, c'est comment, tout en étant rattaché à l'institution, il garde son impartialité et sa neutralité. Aujourd'hui, le médiateur territorial, il travaille donc au bénéfice des collectivités locales et territoriales sur les champs de compétences de ces dernières. Donc, ce qui veut dire que quand vous parlez d'institution, dois-je comprendre la ville, le département, la région, des centres hospitaliers? Joël, vous m'entendez? C'est ça. Oui, je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez, vous, de votre Oui, côté? oui, c'est bon. Très bien. Oui, donc les communes, les départements, les régions, les intercommunalités, l'échelle territoriale, en fait. Aujourd'hui, un certain nombre de collectivités locales territoriales se sont dotées de ce dispositif. C'est assez récent en France. Elles sont une soixantaine, en fait. En fait, si on remonte un peu plus loin, le médiateur institutionnel, il est né d'une certaine manière au début du 19e siècle. On est en 1809 en Suède, c'est l'ombudsman. Et à ce moment-là, une autorité décide de se doter d'un dispositif indépendant qui va contrôler ce que font les fonctionnaires de cette institution. Et puis, ça s'est diffusé, répandu à l'échelle internationale. Aujourd'hui, il y a un institut international de l'ombusmanie qui regroupe une centaine de pays, 200 à peu près dispositifs de médiation. Et puis, c'est arrivé en France. Le premier médiateur institutionnel, en fait, si vous voulez, c'est le médiateur de la République, aujourd'hui le défenseur des droits. On est en 1973. Et après, les collectivités locales, des communes, des départements, des régions vont à leur tour se doter de ce dispositif. La première d'entre elles, c'est la ville de Paris. On est en 1977. Et aujourd'hui, en 2025, ce sont 60 communes, départements et régions qui ont en leur sein un dispositif de médiation territoriale. Mais donc, je comprends que ces institutions ont un service de médiation territoriale, mais la typologie, j'allais dire des clients, c'est pas tout à fait le terme, mais des personnes qui peuvent le saisir, c'est quoi? Un fonctionnaire de la mairie de Marseille qui est mécontent de son chef de service ou un particulier qui a un problème avec la ville de Marseille? Alors, une loi qui vient un peu encadrer ces dispositifs, et ça c'est assez récent, elle date du 27 décembre 2019, et donc elle laisse la possibilité, tout en institutionnalisant le médiateur territorial au sein des collectivités locales territoriales, elle leur laisse la possibilité de définir le champ de compétences, ce sur quoi il doit intervenir, les moyens qui lui sont alloués pour exercer sa fonction. Donc ça peut varier d'une collectivité à une collectivité. En général, ce qui se passe, c'est que les médiateurs territoriaux sont compétents
pour les différents qui concernent les collectivités, du coup, dans lesquels ils interviennent. Le plus souvent, ce sont des personnes physiques, mais on peut bien évidemment aussi constater ici ou là des personnes morales. Lorsqu'il y a un différent entre une personne physique et une personne morale, sur un champ de compétences de la collectivité, le médiateur peut être saisi, soit par l'usager du service public, le client, l'usager, le citoyen, soit par la collectivité elle-même. Il est indépendant et neutre, et donc il peut réunir les parties à partir du moment où elles sont d'accord pour entrer en médiation, et à ce moment-là, les parties, à l'aide, avec l'appui, l'accompagnement du médiateur institutionnel, voient comment elles peuvent sortir de leurs différends. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le médiateur, il est compétent sur le champ de compétences de la collectivité. Quand vous êtes une région, en fait, les domaines de compétences, ben, c'est le lycée, les transports le plus souvent, l'enseignement supérieur, la recherche, l'apprentissage. Voilà, c'est un peu plus de personnes morales que de personnes physiques. Quand vous êtes au sein d'un département, c'est autour des œuvres sociales que cela s'exprime, ou des collèges. Et puis quand c'est une commune ou une intercommunalité, on est sur un champ beaucoup, bien sûr, beaucoup plus large, puisque c'est complémentaire à ce que initie l'État, au domaine de compétences de l'État et au domaine de compétences des autres collectivités territoriales. Donc c'est sur ces champs-là que le médiateur peut intervenir. Mais ce médiateur pourrait être saisi par un fonctionnaire non content de son chef de service ou c'est Ah, impossible? ah, c'est possible parce que la loi le permet. Donc, en fait, si vous voulez, la loi, elle dit de lorsque la collectivité est agréée à un centre de gestion et qu'il y a une problématique de différend au sein de celle-ci en termes de ressources humaines, c'est le centre de gestion qui est désigné pour assurer la médiation. Mais beaucoup de collectivités, c'est le cas à Marseille, ne sont pas adhérentes de centre de gestion. À ce moment-là, c'est le médiateur territorial qui est compétent pour agir sur les différents de ressources humaines au sein de la collectivité. Donc c'est possible, c'est la collectivité qui va le décider. À Marseille, c'est le cas. Et doit-on comprendre que cette médiation territoriale, elle intervient antérieurement à la saisine du tribunal administratif en cas de conflit ou c'est deux choses totalement différentes? Elle peut intervenir en amont, avant le conflit. Ça, vous le savez très bien à l'IEAM, à chaque fois que c'est possible de saisir le sujet dès qu'il se pose, qu'il est sur une table, mais c'est mieux. Les marges de manœuvre sont plus grandes pour les médiés, les parties. Donc, je suis saisi souvent, y compris par les services de la alors même qu'il n'y a pas contentieux. Donc moi, j'invite et j'encourage le plus possible les parties à se saisir de ce dispositif. J'ai d'ailleurs fait une recommandation auprès de la collectivité pour ils adoptent un réflexe beaucoup plus prégnant sur la médiation. Mais on peut être saisi aussi lorsque il y a contentieux. De plus en plus d'ailleurs, les juridictions administratives notamment saisissent les médiateurs territoriaux. Ils font ce qu'on appelle une ordonnance 2 en 1. Ils saisissent le médiateur territorial à partir du moment où ils ont constaté qu'il est formé. C'est très important, la formation. Indépendant, c'est très important d'assurer cette indépendance-là parce que c'est la garantie pour les médiés. Les juridictions administratives saisissent les médiateurs. Elles invitent le médiateur à prendre attache auprès des parties pour leur donner envie d'entrer en médiation. Et si elles sont favorables à cela, c'est le médiateur qui est désigné pour assurer la médiation. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de dossiers que vous avez traités pour qu'on ait une idée de la Ouais. typologie des différends qui peuvent s'appliquer à la médiation territoriale? Oui, de répondre concrètement à cette question. Ça peut aussi permettre de voir plus clair sur ce qu'est la médiation territoriale. Mais avant de répondre à la question, un élément important. Vous savez, il y a à peu près 60 000 saisines. En fait, vous avez 60 collectivités locales, territoriales qui se sont dotées de ce dispositif. Mais derrière, ce sont des saisines. Les saisines sont de plus en plus nombreuses, c'est assez exponentiel. Alors, il y a encore le sujet, on ne connaît pas toujours ces dispositifs. Hein, il y a une vraie problématique de communication, d'où l'importance de l'acculturation. Et puis, des fois, on peut être circonspect aussi avec ces dispositifs. Est-ce que le médiateur qui est rattaché à une institution est véritablement indépendant? Donc, il faut toujours montrer, affirmer cette indépendance-là et la garantir, et ce, tout
processus. Ça, c'est un premier point. Donc, ça veut dire que souvent, quand le médiateur territorial il est saisi, il n'est pas toujours compétent. C'est pas toujours dans le champ de compétences pour lequel il peut intervenir, parce que ça ne concerne pas toujours le champ de compétences de la collectivité auprès de laquelle il officie. C'est une fois sur deux à peu près. Donc, sur les 60 000 saisines qu'il y a à peu près en France, il y en a à peu près la moitié, quelles que soient les échelles territoriales, communes, départements, régions, qui ne relèvent pas du champ de compétences du médiateur. Et c'est donc très important, ça c'est quelque chose qui me tient aussi particulièrement à cœur, de ne pas se débarrasser en fait de ces saisines-là. Lorsque vous êtes usager, client, citoyen, et que vous vous adressez au médiateur territorial, c'est que vous avez l'espoir que celui-ci peut apporter quelque chose. C'est un peu un dernier recours, soit dans l'accès au droit, soit dans le droit à l'information, soit dans la possibilité de sortir d'un différend. Donc, ce qu'on a fait à Marseille, en région Provence-Côte d'Azur, on a créé un club, à notre initiative, si vous voulez, créer un club des médiateurs institutionnels. Vous retrouvez dans ce club-là le médiateur de France Travail, de la CAF, de la CPAM, de l'enseignement supérieur et de la recherche, des médiateurs d'autres collectivités locales territoriales, enfin, tous les médiateurs institutionnels qui peuvent être concernés, parce que le plus souvent, lorsque ça ne relève pas du champ de compétences du médiateur territorial, ça relève du champ de compétences d'un autre médiateur institutionnel. Et ça permet, si vous voulez, d'orienter, réorienter, de le faire à bon escient. On connaît les critères d'éligibilité, on a nos numéros de portable respectifs, et ça permet du coup d'être plus efficace et de ne laisser personne de côté. Alors, lorsque ça concerne le médiateur territorial, donc pour répondre précisément à votre question, moi, je suis médiateur de la ville de Marseille, donc on a un champ de compétences qui est extrêmement large. Donc, on peut toucher des domaines qui sont extrêmement variés. Une personne est à côté d'une autre personne qui est en train de construire sa maison, enfin, la développe, et puis, bien évidemment, ça va impacter sur le voisinage et la proximité immédiate. À ce moment-là, cette personne qui est concernée par donc, la construction de son voisin va se retourner contre la ville, jugeant que le permis de construire a été accordé à mauvais escient et va donc saisir le tribunal administratif, par exemple. Le tribunal administratif a donc initié, souhaité une médiation administrative. À ce moment-là, la ville peut décider d'entrer en médiation. C'est le cas souvent, par exemple, à Marseille. À ce moment-là, c'est pas seul, la médiation ne concerne pas seulement la personne qui a saisi, si vous voulez, le tribunal, ça concerne aussi la personne qui est en train de construire ou développer sa maison pour voir comment ensemble, les trois entités peuvent sortir de ce différent. Donc beaucoup de sujets autour de l'urbanisme, beaucoup de sujets autour aussi de la gestion, si vous voulez, du conflit d'usage, que ce soit sur l'espace public ou dans les équipements. Par exemple, chez là, dernièrement, sur une crèche municipale qui est dans un équipement à proximité immédiate d'un centre social. Donc, ce ne sont pas les mêmes publics, et pas les mêmes conditions de sécurité, d'exercice métier. Il y avait donc des problématiques qui se posaient entre personnel de la crèche et personnel du centre social. Le tribunal n'a pas été à cette heure saisi. On pensait qu'en médiation conventionnelle, ça pouvait permettre de sortir du différend. J'ai été saisi comme médiateur de la ville de Marseille et nous avons réuni l'ensemble des parties. Ça, c'est quelque chose aussi qui me tient à cœur systématiquement, je pense, quand c'est possible, mais j'essaie de le faire systématiquement à Marseille. Nous réunissons les parties. La médiation institutionnelle, ce n'est pas que de la médiation écrite, ça peut être de plus en plus aussi de la médiation comme on peut la pratiquer en médiation libérale, hein, soit en navette, soit en réunion plénière. Et donc, les parties ont réussi, les personnels de la crèche et du centre social ont réussi à sortir du différent. Une personne, là, dernièrement, roule en trike, il a eu un accident par le passé, un multirécidiviste de la route, il a perdu une jambe, mais c'est toujours un motard, il a une soixantaine d'années, il a toujours cet esprit-là, il a acheté un trike, ces genres de motos qui sont très, très, très bas de caisse, hein. J'ai appris par la médiation, on apprend beaucoup de choses en rencontrant les médias et les sujets sur lesquels on travaille. Bon, il a attaqué la ville parce qu'il a jugé que les ralentisseurs étaient hors normes, étaient trop hauts, trop dangereux. À ce moment-là, il peut y avoir une médiation si la ville souhaite entrer en médiation. Une entreprise qui n'a pas été payée suffisamment tôt, en temps et en heure, dans le cadre d'un marché public, à ce moment-là, une médiation peut être aussi organisée. En fait, si vous voulez, difficile pour
parce que je pourrais être beaucoup plus exhaustif si vous voulez, mais même que vous me laisserez beaucoup plus de temps, qu'on ne pourrait pas traiter l'ensemble des sujets thématiques. Il faut retenir le fait qu'à chaque fois qu'une collectivité est compétence dans un domaine, le médiateur, s'il y a un médiateur territorial qui officie pour cette collectivité, il peut intervenir dans le champ de compétences. Vous avez parlé de permis de construire. Si le tribunal administratif est saisi, je n'ai pas de difficulté. Si le tribunal administratif n'est pas encore saisi et que le requérant vous saisit, est-ce que ça interrompt la prescription? Oui, alors c'est la saisie, si vous voulez, la saisie du médiateur administratif. Alors ça, c'est la loi que j'ai déjà citée du 27 décembre 2019 qui le rappelle. Gardez en mémoire cette loi-là parce qu'elle ne dit pas tout. Il faudra sûrement aller plus loin à l'avenir, hein, mais ça a vraiment permis de franchir une étape. Et elle dit notamment en fait que la saisine du médiateur territorial interrompt les délais de recours contentieux et suspend les prescriptions. Donc oui, quelle que soit la nature, lorsque le médiateur territorial est saisi, les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues. La provocation est une seconde nature chez moi. Oui, Le c'est bien. médiateur, il est neutre et indépendant. Ouais. Est-ce qu'on peut être indépendant quand on est médiateur d'une collectivité locale face à un requérant? Ben, vous savez, merci pour cette question parce que c'est la plus belle des questions en fait. Je me la pose toujours et je la pose toujours. Si vous voulez, c'est un vrai sujet en fait. Pourquoi? Parce que quand naît la médiation territoriale en France, je le disais, la première médiation territoriale, c'est 1977 à Paris. Après, quelques collectivités, à leur tour, se sont saisies du dispositif et il faut attendre les années 2013-2014, si vous voulez, pour une première vague significative d'installation du dispositif dans des collectivités locales territoriales. Le plus souvent, à ce moment-là, et c'est pour jeter la pierre à personne, bien sûr, le plus souvent à ce moment-là, lorsqu'un exécutif, un maire, un président pense à mettre en place un dispositif de médiation territoriale, il pense à mettre en place quelqu'un qui connaît bien. Parce que c'est quelqu'un qui connaît bien, c'est l'assurance qu'il va sûrement bien faire son travail, mais c'est aussi une sécurisation. Attention, le médiateur, il est indépendant, il est en dehors du cadre hiérarchique, il a des moyens, plus ou moins selon les collectivités, qui lui sont donnés pour exercer sa fonction. Et aujourd'hui, il peut s'appuyer sur des désignations très fortes des juridictions administratives. Mais le premier réflexe, si vous voulez, du politique, c'est plutôt, je choisis quelqu'un que je connais. J'ai besoin d'être rassuré. Aujourd'hui, on n'en est plus vraiment là, en fait. Si vous regardez un peu dans les dernières collectivités, j'ai cité Marseille, bien sûr, mais Lyon, Bordeaux, des collectivités assez grandes qui se sont dotées du dispositif, il y a des processus de recrutement. C'est transparent, c'est ouvert. Des fois, comme à Marseille, comme à Lyon, on va chercher y compris des personnes qui ne sont pas de la ville, comme cela, ils ne sont pas dans le jeu d'acteurs, ils méconnaissent d'une certaine manière les liens qu'il peut y avoir les uns avec les autres. On s'assure qu'ils sont formés. On s'assure qu'au-delà de la formation initiale, il y a de la formation continue. Alors c'est vrai, c'est un vrai sujet. Parce que il faut un jour, la médiatrice de Montréal, qui est aujourd'hui présidente de l'International Institute de l'Humanité, qui est dans mon livre, le médiateur consacré à la médiation territoriale, me disait il y a deux manières de mesurer un dispositif de médiation. Soit en ne lui donnant pas assez de moyens, soit pas suffisamment. Alors c'est vrai qu'au-delà du profil, si vous voulez, du médiateur, au-delà des conditions nécessaires pour occuper la fonction, ça ne suffit pas. Il faut bien évidemment que le médiateur il ait les moyens pour assurer sa fonction, qu'il choisisse son équipe, c'est mieux. Voilà. Moi, je préconise cela, qu'il soit nommé pour une durée, que dans le cadre de sa nomination, il soit inamovible, qu'on ne puisse pas le toucher. Ce sur quoi aussi j'interviens, c'est je préconise le fait qu'il soit nommé pour une durée de mandat et seulement un mandat, que personne ne le soucie éventuellement de lui reconduire la fonction ou que lui-même soit dans cette logique-là. En fait, il faut se donner un peu des garde-fous pour que le médiateur soit complètement et joue complètement ce rôle-là. La meilleure chose, c'est le retour des médiés. Moi, systématiquement, j'envoie un questionnaire d'appréciation satisfaction et l'une des questions renvoie sur est-ce que vous avez trouvé le médiateur impartial et neutre dans le différend qui vous oppose à l'autre.
Est-ce que c'est une activité rémunérée ou bénévole? Elle est rémunérée le plus souvent. Au départ, c'était plus bénévole. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rémunéré. Beaucoup de médiateurs sont ce qu'on appelle des vacataires. Vous savez que la loi de 2019, d'abord, a mis en place un régime d'incompatibilité. Ça, c'est nouveau aussi. On ne peut plus, c'était le cas par le passé, on ne peut plus être élu et médiateur. Il y a même, y compris des collectivités locales territoriales, c'est l'exemple du Conseil régional d'Île-de-France, qui sont allés plus loin. On ne peut plus être élu ou avoir été élu et médiateur. Et puis, la loi dit on ne peut plus être fonctionnaire de la collectivité si on est médiateur de cette collectivité. Donc, c'est un élément important de la loi. Moi, je pense qu'il faut vraiment rester dans cette logique-là. Ça donne des garanties aussi. Donc, aujourd'hui, les médiateurs sont le plus souvent donc soit des vacataires, donc ils sont payés à la tâche, si vous voulez, à l'heure, comme pourrait l'être un avocat. Donc, il y a dans le cadre des délibérations, on définit s'il doit intervenir et quel nombre d'heures il doit consacrer à la fonction. Il est défini aussi le montant qui lui sera alloué par rapport à l'heure consacrée. Donc, ça peut aussi varier d'une collectivité à une autre, mais il y a à peu près un tiers, si vous voulez, des médiateurs territoriaux qui sont rémunérés sous cette forme. Ils sont jamais à plein temps, en fait, hein, les médiateurs qui sont rémunérés sous cette forme. Ils ont toujours une autre activité. Alors, moi, l'avantage, si vous voulez, c'est que je suis à la fois médiateur institutionnel. Vous avez cité la ville de Marseille ou le ministère de l'économie et des finances, mais je suis médiateur institutionnel d'autres institutions, hein, par exemple l'université de Montpellier ou le marché international de Marseille, Provence-Côte d'Azur. Mais je suis également médiateur libéral. Et ça, croyez-moi que ça m'aide en fait, y compris dans la garantie d'être indépendant. Je ne suis pas dépendant d'une institution. J'ai autre chose, j'ai d'autres missions et je peux faire autre chose s'il devait y avoir un problème, une problématique. Et ça me permet aussi, si vous voulez, de toujours confronter en fait l'exercice de la fonction de médiateur institutionnel avec celle qu'on peut avoir quand on est à l'IEAM comme médiateur libéral. Alors à peu près un tiers des médiateurs sont rémunérés à la tâche sous forme de vacation. Un autre tiers, c'est les restes du passé, mais bien évidemment, ça va évoluer à l'avenir, sont encore fonctionnaires. Donc, lorsque c'est le cas, donc, c'est parce qu'ils ont été nommés avant la loi de 2019. Par contre, ce qui est très important, si c'est encore le cas, c'est qu'ils soient en dehors de l'organigramme, qu'ils ne rendent compte, si vous voulez, à personne et que ni leur rémunération ni la notation ne dépendent du nombre, bien évidemment, de saisines ni de résultats favorables des médiations. Et puis, vous avez encore une petite partie de médiateurs bénévoles. Alors, à une exception près, la ville de Metz, ce sont plutôt des petites communes, en fait. Hein, on est plus dans petites communes, grands villages. À ce moment-là, ils sont bénévoles. Et puis, il y a un ou deux endroits en France, et moi je suis assez favorable à ça aussi, où les médiateurs territoriaux sont rémunérés comme prestataires en fait. Ils sont dans le cadre d'une activité libérale où ils ont leur propre cabinet ou une association, et on confie à ce cabinet ou à cette association la fonction de médiation territoriale. Vous avez évoqué donc la médiation territoriale, mais on n'a pas encore parlé du déroulement d'une réunion de médiation. Est-ce que c'est pareil qu'une médiation classique ou il y a des spécificités? Alors, il y a quand même des spécificités. Alors, moi, j'essaye, hein, vous savez, j'essaye vraiment que ça soit pareil avec l'exercice de la médiation libérale. Alors, je ne sais pas si je continue de parler parce qu'il y a un écho. Ça va Non, le mieux? micro a été coupé, Oui, ouais, c'est bon. d'accord, ça va mieux. Oui. Alors moi, vous savez, j'essaie que ça se ressemble beaucoup en fait. Donc, chaque fois que c'est médiation, systématiquement, je réunis les parties. Je veux les avoir, si vous voulez, autour d'une table. Je pense que la rencontre, c'est ce qu'il y a de plus beau. Ça aide tout le monde, la rencontre, en fait. Physiquement, d'être ensemble, ça permet pas seulement à l'usager de se mettre à la place de l'administration, de l'institution, de mieux comprendre, en fait, ces mécanismes de prise de décision ou de fonctionnement, mais ça permet aussi aux responsables de service, des fois, quelquefois à l'élu, aussi de se rendre compte, en fait, plus près de l'usager, du requérant. Et autour d'une table, on fait des miracles, en fait. Hein. Donc, les taux d'accord sont très importants. Ça peut varier, bien évidemment, selon les thématiques ou d'une année sur l'autre, mais si vous voulez, plus près de 80% à Marseille comme issue favorable. Alors, comment ça se passe très concrètement? Parce que c'est vrai que ça, c'est pas
partout pareil, en fait, parce que lorsque vous avez un nombre de volumes trop important et que derrière, il n'y a pas l'équipe qui permet de gérer cela, le plus souvent, la médiation, elle prend, comme je le disais, c'est plus une médiation institutionnelle écrite, en fait, que des gens autour d'une table. Alors, dans des collectivités, ça peut encore se passer comme cela. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que les médiateurs territoriaux ont toujours le souci d'entendre, en fait, d'avoir un échange avec l'usager et le requérant. Donc ça, c'est systématique. Et après, ça peut varier d'une collectivité à une autre. Concrètement, comment ça se passe? J'ai un différend avec la collectivité, avec la ville de Marseille, mais ça se passe comme ça partout. J'ai alerté, constaté ce problème, soit parce que je n'ai pas eu d'informations, on n'a pas répondu à mon courrier, ou je ne suis pas satisfait d'une décision qui a été prise par la collectivité. Je fais une première requête, si vous voulez, une première demande à la collectivité, où je dis j'ai pas eu d'informations, ou je suis pas content, pas satisfait. Et à ce moment-là, la collectivité, elle doit répondre ou réagir. Soit elle confirme la décision qu'elle a prise, soit elle ne répond pas. Et ce n'est qu'après, on va dire, cette recours, en fait, cette action, que le médiateur est compétent pour intervenir. Il peut donc être saisi ou décider lui-même de s'auto-saisir. Ça aussi, je crois que c'est une marque aussi de fabrique de l'indépendance. Et à ce moment-là, s'il est saisi ou qu'il s'auto-saisit, il prend contact avec les parties qui ont toujours la possibilité de dire non, nous ne sommes pas favorables à une médiation, ou non, nous ne souhaitons pas participer. Et si elles décident de participer, à ce moment-là, soit à Marseille, on réunit en plénière, systématiquement je le fais, soit ça se fait beaucoup dans des collectivités, il y a ce qu'on appelle la médiation navette, hein, qu'on pratique aussi en médiation libérale quelquefois. À ce moment-là, le médiateur va parler à une partie, puis à une autre partie, et puis ensuite, les échanges peuvent se prendre forme de cette manière. Dernière question avant les questions de l'auditoire. Vous avez évoqué tout à l'heure 60 000 saisines par an. Est-ce que vous avez des stats sur les résultats? Oui, alors, c'est assez récent, 77, c'est pas si loin, 2013-2014, une première vague, la loi de 2019, c'est que quelques années en arrière. Il y a encore à capitaliser, si vous voulez, sur les bonnes pratiques. Moi, j'ai rencontré beaucoup de monde, j'ai questionné l'ensemble des dispositifs de médiation territoriale et j'ai rencontré beaucoup de monde quand j'ai préparé le livre. Et ce qui manque encore, si vous voulez, c'est des indicateurs commun que l'on partage, parce qu'on ne dit pas toujours tous la même chose dans les mots que l'on donne, en fait. Il y a des dispositifs de médiation où, avant d'arriver au médiateur, il y a un service de réclamation, d'une certaine manière, un peu après-vente, un peu de la relation de l'usager avec la collectivité. Il y a dans des dispositifs de médiation où le dispositif de médiation, c'est aussi un peu le service réclamation. Alors, bien évidemment, si on additionne les réclamations avec les médiations, on est sur des volumes plus conséquents, en fait. Et puis, les taux d'accord peuvent varier aussi d'une collectivité à une autre collectivité. Moi, ce qui est sûr, c'est qu'à Marseille, sur les taux d'accord, on est sur 80%. On est au ministère de l'économie et des finances, on est à peu près sur un chiffre de 70%. On est sur des chiffres qui sont très élevés parce que la médiation, ça fonctionne en fait. On voit bien qu'il y a, en faisant appel d'une certaine manière à l'intelligence des parties, des médiés, ben on trouve des résultats. Le médiateur institutionnel est un petit peu plus aviseur qu'accoucheur, bien évidemment. Il peut lui-même suggérer, proposer, ne serait-ce que par les questions qu'il pose. Mais je pense que c'est important pour autant de garder une distance pour que les médias soient vraiment au cœur de la construction de solutions. Mais quand c'est le cas, ben ça fonctionne. Et donc, on est plutôt sur des taux d'accord de 70-80%. Merci beaucoup, Joël, pour ces précisions. Catherine, je te laisse la parole pour la première question. Mais là, on t'entend pas. Ah ouais. Bah, alors, je vais donner la parole à Nathalie Jeannot, qui avait une question sur les saisines. Oui, je me posais la question notamment sur des grosses collectivités comme celle de Marseille. Est-ce que alors vous avez parlé vous avez fait allusion à une sorte de plateforme, donc voilà, je me posais la question de savoir comment étaient traitées les saisines qui doivent être très nombreuses à cette échelle.
Et est-ce qu'on est sur un système informatique et voilà, comment se fait le tri, etc. Oui, ça aussi c'est une question importante en fait. Je pense pas qu'en soi le nombre de saisines est un indicateur, comme éventuellement moins de saisines une année par rapport à une année précédente en soi un également. Mais je pense pour autant, comme je suis convaincu que ces dispositifs sont pas suffisamment connus, qu'on aurait beaucoup plus de marge de manœuvre pour développer et diffuser la médiation, notamment la médiation territoriale. Partout, en fait, il faut retenir l'idée que partout, il y a pas suffisamment de saisine, en fait, et que ça manque, en fait. Et donc, de ce fait, c'est la capacité des dispositifs, c'est là où il faut des moyens aussi, et c'est pas qu'une question d'acculturation, la capacité des dispositifs à communiquer, à informer au plus près, en fait, des usagers, des citoyens. On a essayé de mettre en place à Marseille, depuis les 3 ans que j'interviens, c'est que jusqu'à présent, on pouvait saisir le dispositif de médiateur exclusivement par le site internet de la ville. Aujourd'hui, c'est possible par tous les canaux, toutes les voies en fait. Donc, on peut nous téléphoner, on peut nous écrire, on peut bien sûr saisir le formulaire qui existe sur le site internet de la ville. Et puis surtout, j'ai mis en place, que je fais moi-même en fait, des permanences physiques en fait dans les différentes mairies de secteur, mairies d'arrondissement de la ville ou à la maison de la justice et du droit. Donc, on peut y compris me toucher si vous voulez en me rencontrant en fait, hein. Et donc ça aussi, on voit bien que c'est appréciable parce qu'il y a beaucoup de personnes, mais pas que celles qui sont le plus éloignées des services publics et des dispositifs, mais beaucoup de personnes qui ne sont pas toujours à l'aise avec la numérisation, et donc ça permet de toucher des gens qui sont extrêmement divers et pluriels. Donc on a, si vous voulez, élargi la possibilité de nous saisir, et du coup en 3 ans, c'est plus 50, plus 60% de saisine. Mais ça pourrait être beaucoup plus. Alors, donc, une fois que la personne nous a saisi, il y a un petit questionnaire, en fait, un peu sur le différent et la problématique, et on peut le remplir avec elle s'il y a besoin. Et après, on voit comment on traite. Donc, une fois sur deux, on réoriente avec le club, notamment des médiateurs institutionnels qu'on a créé. Puis, une fois sur deux, ça relève du champ de compétences. Des fois, c'est juste des compléments d'information qu'il faut donner. Il faut essayer d'en savoir un peu plus, et ça permet, à partir des éléments nouveaux qui nous sont donnés, que chacun s'y retrouve. Et puis, des fois, quelquefois, mais assez souvent, c'est la médiation qui permet de sortir du différent. Je Merci. me fais le porte-parole de Catherine qui a un problème de micro. Dans le prolongement de ce que vous venez de dire, Joël, est-ce qu'il y a des conditions particulières de recevabilité d'une personne, un requérant qui souhaite recourir à la médiation familiale, pardon, à la médiation territoriale? Oui, ah ben, la première, et ça c'est vrai en médiation institutionnelle, hein, un médiateur institutionnel, le plus souvent, pour qu'il soit compétent, pour qu'il puisse intervenir, c'est qu'il faut qu'au préalable, il y ait une démarche en fait de l'usager, que ce soit une personne physique ou une personne morale, auprès de l'institution, de l'organisme public ou privé, là en l'occurrence auprès de la collectivité. C'est cette démarche-là, et ne pas avoir eu de réponse à cette démarche-là, ou toujours